Donc, bonjour, je ne suis pas Rita Oyanpera, je suis Laura Gutmann et nous allons faire cette intervention en français. Est-ce que cela vous convient? Oui. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Maria Sakari, qui est la directrice de l'Athénéum, le musée national de Finlande. Et nous allons vous parler de la politique de publication de la Galerie nationale, tout particulièrement en relation avec les publications sur les artistes femmes. Et pour cela, je vais revenir à un petit événement qui s'est passé l'année dernière dans un autre musée de Helsinki, où les Guerrilla Girls américaines, ces féministes américaines qui se présentent en mettant une tête de gorille pour masquer leur identité et aussi pour pouvoir librement exprimer leurs idées, sont venues et il y en a une en tout cas qui est venue et qui a parlé d'une enquête sur la place des artistes femmes dans les musées. Et donc c'est une question qui revient de plus en plus. Quelle place réserve-t-on aux femmes dans les musées, sachant qu'en Finlande et dans les pays nordiques, il y a eu vraiment beaucoup de femmes. Donc Maria Sakari est particulièrement bien placée pour travailler sur ce sujet, puisque après avoir été conservatrice à Kiasma, c'est-à-dire le musée d'art contemporain, pendant 11 années. Elle a ensuite été directrice de l'Institut finlandais à Paris, avant de revenir à Kiasma et aujourd'hui donc d'être à la tête de l'Athénéum. Alors, une question qui n'est pas forcément évidente en dehors de la Finlande, pourquoi cette importance en nombre et en qualité des femmes artistes en Finlande ? Bon, merci Laura. Alors, je pense que vraiment l'issue des femmes artistes est toujours très très important parce que, en fait, aussi dans la collection de l'Athénéum, on n'en a pas trop. C'est-à-dire, il y avait vraiment un mouvement des femmes artistes à la fin du XXe siècle. 19e siècle en Finlande. Donc il y avait vraiment énormément de femmes artistes qui ont commencé leurs études d'abord à l'école du dessin de la Société des Beaux-Arts en Finlande, mais qui n'ont pas pu suivre leur carrière à cause de la situation sociale, c'est-à-dire parmi eux, quelques-unes se sont mariées et après c'était pas possible de continuer leur carrière, puis il y avait des problèmes financiers, etc. Donc on a eu des femmes importantes comme Helene Scherfbeck ou bien Ellen Teslev ou Maria Wieck, etc., qui ont vraiment fait leur carrière professionnelle. Mais en fait, si on compte dans notre collection, c'est vraiment la minorité qu'on a des femmes. Pourtant, la recherche en ce moment en Finlande se tourne beaucoup sur la place des femmes dans l'histoire de l'art. On a notamment une historienne de l'art remarquable qui a lancé le sujet, c'est Rita Kontinen. Et donc, ça nous a amené à mieux connaître aussi les biographies et les œuvres de ces artistes femmes. Oui, justement, je pense que l'importance de la recherche est vraiment essentielle parce que là, justement, cette chercheuse Rita Kontinen, elle a fait vraiment un travail pionnier sur ce champ et elle a vraiment découvert vraiment beaucoup d'artistes qu'on ne connaissait pas. Quand moi j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art, on n'en parlait pas. Donc il y avait vraiment déjà au début du 19e siècle, on avait déjà des artistes femmes, mais on ne les connaissait pas. Et surtout après, c'était vraiment à cause de la fondation de la Société des Beaux-Arts en Finlande en 1846 qu'on a ouvert aussi l'école du dessin à Helsinki et aussi à Turku, qui est une autre ville qui était c'était la capitale pendant qu'on était sous la règne de la Suède, mais après Helsinki est devenu la capitale. Donc on avait deux écoles de dessin. C'était du dessin, c'était pas de la peinture, mais c'était vraiment des prédécesseurs des académies de beaux-arts en Finlande. Et là, dès le début,
aussi bien les hommes que les femmes ont pu entrer dans ces écoles. Et ça, c'était quand même assez exceptionnel parce que dans les académies de l'art en Europe, en principe, c'était que les femmes n'ont pas pu entrer dans ces écoles de beaux-arts. Alors là, l'enseignement de l'art était déjà commencé au mi-19e siècle, aussi bien pour les femmes que les hommes, mais il y avait beaucoup de femmes des familles bourgeoises qui sont venues étudier dans cette école, mais qui n'avaient peut-être pas comme but de devenir des artistes. Parce que bien sûr, comme c'était une société privée qui a voulu vraiment qu'il y ait des gens qui payent pour leur éducation, il y avait vraiment beaucoup de femmes bourgeoises. Mais entre elles, il y avait quand même plusieurs qui ont voulu faire la carrière comme artistes. Et il y en a eu comme des prédécesseurs des femmes peintres finlandaises. Il y avait par exemple Fanny Kuurberg, qui en fait, elle a étudié à Düsseldorf, donc c'était la première artiste de paysage, femme artiste de paysage, mais elle aussi, elle a dû cesser sa carrière à cause, elle n'est jamais mariée, mais elle n'avait pas de moyens pour continuer la peinture. Elle était un petit peu malade aussi, donc elle a changé sa carrière pour devenir. Elle a fondé la société de travaux manuels finlandais ou de l'artisanat. Donc elle a changé de carrière. Puis il y avait aussi, par exemple, Helena Westermark, une femme très douée qui venait d'une famille assez riche, qui a commencé ses études ensemble avec Helene Scherfbeck dans les années 70 et qui a continué jusqu'à 1890, mais après elle est tombée malade de tuberculose et là elle a cessé de peindre parce que c'était bien sûr avec les matériaux, c'était pas bien pour sa santé, et puis elle a changé pour être écrivaine et journaliste. Donc il y a toutes sortes d'histoires des femmes comme ça qui nous montrent que c'était pas facile pour des femmes. Même s'ils avaient les mêmes droits que les hommes d'entrer dans les écoles de dessin. Alors comme il n'y avait que cette école de dessin, la carrière devait passer par un enseignement à l'étranger pendant très longtemps. Et la possibilité pour les artistes, hommes ou femmes, passait beaucoup par l'octroi de bourses. Et ces bourses ont vraiment permis aux artistes de faire des séjours plus ou moins longs en fonction de la bourse qui était attribuée. Les femmes aussi ont eu des bourses, mais systématiquement moins importantes. Oui, donc c'était vraiment le système créé par la Société des Beaux-Arts en Finlande. Donc c'était le Sénat qui a donné les bourses, et justement c'était moins grand pour les femmes. Et aussi quand les femmes sont parties à l'étranger, alors pour étudier dans les ateliers, elles n'ont pas pu entrer dans les académies des Beaux-Arts parce que c'était uniquement pour les hommes. Par exemple ici à Paris, en France. Donc ils sont allés étudier dans des ateliers privés, et là ils ont dû payer plus que les hommes. Donc c'était pas juste, mais je ne sais pas, c'était probablement parce qu'on a pensé que les femmes n'étaient pas aussi douées, n'avaient pas la même. Oui, c'est ça exactement, que les femmes peuvent se marier après et puis la carrière va cesser. Mais en fait, quand même, il y a plusieurs femmes finlandaises qui ont fait leur carrière comme artistes. J'ai déjà mentionné Helene Scherfbeck et Ellen Tesleff, Maria Wieck. Il y avait aussi Ada Tilén qui n'est pas aussi connue que les autres. Puis en sculpture, il y avait Sigrid Forselles, puis Hilda Flodin et Emma Gulden, etc. Mais c'est souvent que ces femmes devenaient des familles bourgeoises ou même aristocrates, et que la famille les soutenait. Mais ce n'était pas le cas avec Helene Scherfbeck, par exemple, parce que son père était mort déjà quand elle n'avait que 14 ans.
Et c'était vraiment une tragédie pour la famille. Il n'y avait que la mère et le frère de Hélène Echarpek qui ont continué leur vie. Et puis, ils n'avaient pas beaucoup d'économies pour soutenir l'enseignement de Hélène Echarpek. Mais en fait, il y avait quand même, dans cette famille, il y avait un docteur qui soutenait la carrière de Echarpek pour commencer. Et puis après, elle a quand même pu gagner des prix, par exemple, dans des expositions annuelles organisées par la Société des Beaux-Arts. Et puis, il y avait une loterie où on a vendu les œuvres des hommes et des femmes. Et là, elle a quand même pu avoir, aussi bien que les bourses, aussi, elle a gagné un petit peu d'argent à cause de ces prix. Donc, il y avait quand même des moyens. Et puis, quand les femmes artistes sont parties pour Paris, très souvent, elles partageaient l'atelier, ce qui était, bien sûr, c'était raisonnable, parce qu'elles n'avaient pas trop de l'argent. Et bon, il y avait quand même des moyens différents pour continuer les études. Alors, ça explique certainement pourquoi, au niveau des acquisitions aussi, il y a eu moins d'œuvres qui sont rentrées dans les collections nationales, parce que les budgets étaient plus facilement octroyés à des hommes dans lesquels on avait cru, dans lesquels on avait investi d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, où on est face à une situation où on a des artistes dont en tout cas les débuts ont parfois été très prometteurs, parfois des carrières entières, est-ce qu'aujourd'hui, dans le domaine des acquisitions, vous essayez de renverser un petit peu la balance et d'acheter davantage des œuvres d'artistes femmes ? Ah oui, c'est bien le cas. Et puis, on a aussi reçu un testament d'une famille Kaunisto, qui ont vraiment, dans leur testament, c'est décrit que l'argent peut être utilisé que pour les artistes femmes. Alors ça c'est bien sûr, c'est quelque chose de formidable, parce qu'on ne peut pas utiliser cet argent pour acheter des œuvres des hommes. Et puis, quand je pense de l'art contemporain, j'ai quand même cette impression que c'est assez égal à ce moment. Donc, il y a pas mal des artistes femmes qui ont fait leur carrière, comme par exemple Eija-Liisa Ahtila, si vous la connaissez, qui est peut-être l'artiste contemporaine la plus connue de Finlande. Donc, il y a à ce moment, j'ai l'impression que c'est quand même assez égalitaire, mais en même temps, j'ai quand même... comme directrice du musée, je pense qu'il faut toujours essayer de trouver des femmes qui n'ont pas eu la valeur qu'elles méritent. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, et puis de la recherche à faire. Alors maintenant, une question qui est peut-être un petit peu plus critique. Est-ce que toujours les œuvres de ces femmes sont d'un niveau de qualité qui, si elles n'étaient pas femmes, serait considérée? Notamment, en ce moment, dans l'accrochage permanent, il y a une œuvre qui me semble plus faible que l'ensemble du mur. C'est de Helmi Biese. Je ne sais pas comment on prononce son nom de famille. Un grand paysage qui est assez plat, à mon sens, par rapport aux excellents paysages de l'époque. Alors, est-ce qu'on n'a pas tendance à être presque trop favorable aujourd'hui à l'égard des femmes, au détriment peut-être de la qualité ? Alors, je suis un petit peu... je redoute un petit peu ces termes de la qualité, parce que quand même, quand on pense qu'une œuvre est entrée dans une collection, alors ça a déjà été passé par plusieurs gardiens de l'art. Donc, en fait, je pense que c'est pas la question d'être... De qualité. Bien sûr, on peut toujours, il faut penser à la qualité, mais c'est quelque chose de très, très flou. On ne sait pas quelle est la qualité, parce qu'on peut voir, il y a de différentes manière de voir sur l'art. Je connais cette peinture et je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est pas une œuvre excellente, mais en même temps,
quand on pense combien d'œuvres on a dans la collection, alors c'est vraiment peut-être 1% de toute la collection qu'on peut montrer. Alors il faut bien faire un effort pour montrer aussi d'autres choses. Mais je pense que ce qui est très important, c'est le contexte. Comment on explique, pourquoi on montre celle ou celle peinture, ou quel est le contexte, pourquoi est-ce qu'on veut que notre public peut avoir accès à cette œuvre. Alors, et là, je pense que le contexte est vraiment l'histoire les narratives qu'on peut trouver autour de quelques œuvres. Ça compense un petit peu peut-être le niveau. Si on veut parler des niveaux ou de qualité des œuvres, parce que en quelque sorte c'était justement les arguments qu'on donnait pour les œuvres des femmes à l'époque quand elles peignaient, qu'elles n'avaient comme sujet que des choses mineures de la famille ou bien des jeunes gens, etc., et qu'elles n'avaient pas des sujets assez élevés, assez sublimes. Parce que bien sûr, à l'époque, à 19e siècle, l'art était catégorisé vraiment selon des sujets. Alors l'art, l'histoire, c'est-à-dire les peintures de l'histoire étaient les plus hauts, oui. Et puis après, c'était des mythes, des peintures mythiques, puis des peintures religieuses, etc. Et puis il y avait, c'était le paysage, puis les portraits étaient un petit peu plus bas, et encore les scènes familiales, c'était vraiment très bas, considérés comme des sujets qui n'ont pas d'intérêt. Et les femmes n'avaient pas souvent les moyens des ateliers où elles auraient pu peindre des grandes scènes de l'histoire. Donc, je pense que c'est pas vraiment. Bon, bien sûr, on peut dire que la qualité de peinture n'est pas dépendante sur le sujet. Mais en même temps, c'était pas à l'époque, on n'en pensait pas comme ça. Mais alors, c'est un petit peu difficile comme question, complexe. Alors, tu utilises le terme de narration. Ce que l'on écrit au sein du musée ou ce que l'on écrit, je parle des cartels ou les publications, les livres qui sortent, le discours a énormément changé. Également, la façon de regarder les œuvres, la façon de raconter l'histoire de l'art a énormément changé. Et là, je vais parler d'une œuvre qui n'est pas en Finlande et d'un discours qui n'est pas en Finlande. Je suis tombée la semaine dernière sur une œuvre qui est dans les collections en Suède, où il y a ce regard très très féministe. Et alors c'était une frileuse, c'était une petite jeune fille qui était nue à partir du bas, mais qui se cachait la tête dans un foulard. Donc un sujet qui vient du rococo, très classique. Et à ma grande surprise, le texte qui était associé disait « Oui, il s'agit d'un regard masculin sur le corps de la femme est un objet », enfin tout un discours féministe qui était plaqué sur une œuvre historique et qui, moi, en tant que Française, continue de me surprendre parce qu'on a quand même tout un discours d'histoire de l'art. Alors, il change, et de quelle façon change-t-il en Finlande? De façon plus subtile, mais profondément, quelle est la modification du regard? Je pense qu'on est à ce moment, on est plus attentive sur les sujets. Je veux dire, bon, bien sûr, il y a tout ce discours féministe sur le regard, etc., etc. Mais quand on pense, par exemple, Helene Skärbeck, qui a peint vraiment une quarantaine d'autoportraits. Alors là, on ne peut pas juger qu'elle aurait peint quelque chose qui n'est pas que ça soit en quelque sorte pas féministe ou pas quoi que ce soit. Alors c'est vraiment le regard d'artiste qui est toujours qui est de l'extérieur. En fait, ça ne dépend pas si c'est un homme ou une femme. C'est toujours une sorte de regard par extérieur. Mais quand on fait des autoportraits, bien sûr, c'est un petit peu une autre chose parce que là, on se regarde.
Et en même temps, on ne se voit pas. Alors, c'est une question vraiment complexe aussi. Mais quand tu as dit, tu as parlé de cette œuvre, c'était du 18e siècle, je pense. Elle est du 19e. 19e, d'accord. Un motif qui est du 18e. Oui, oui. Alors là, bien sûr, quand on regarde les œuvres aujourd'hui, on a bien sûr de différentes significations aussi. Alors, ça change. Toutes les époques sont un petit peu différentes. Et c'est surtout pour cela que l'histoire de l'art est tellement intéressante. Parce que bien sûr, il faut toujours rechercher, il faut toujours regarder, il faut toujours relire les tableaux. Et il y a toujours et quand il s'agit d'un chef-d'œuvre, alors je pense que là, c'est toujours qu'il y a quelque chose à parler. Et quelque chose qui n'est pas ouvert, qui est énigmatique en quelque sorte. Et c'est là qu'on peut voir la qualité, je pense. Ce qui est formidable en ce moment en Finlande, c'est que tout un discours qui s'était figé sur les chefs-d'œuvre, l'âge d'or, est remis en question et on peut aujourd'hui écrire absolument ce que l'on veut, sans contrainte, sur les artistes, retourner en archives, revoir complètement la vision qu'on a pu avoir, une vision qui était très marquée par le nationalisme pendant longtemps. Et vraiment, maintenant, il y a toute une nouvelle génération de chercheurs qui est capable d'utiliser toutes sortes de techniques d'analyse pour pouvoir regarder les œuvres autrement. Et ça se ressent aussi dans le choix des expositions. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de la politique des expositions pour maintenant et l'avenir à l'Athénéum, justement cette façon de regarder les collections autrement? Oui, alors je pense, premièrement, c'est très très important d'être honnête envers les archives et envers le matière, c'est-à-dire si on fait la recherche, il faut pas créer des histoires comme ça sans avoir de preuves. Alors ça c'est essentiel, je pense. Mais en même temps, quand on regarde les choses un petit peu d'une perspective différente, d'un temps différent, alors on peut voir des choses différentes aussi. Alors ça, c'est très important et on a eu des expositions comme par exemple des rencontres dans la ville où on a montré justement des peintres femmes qui étaient très, très émancipées en quelque sorte dans les années 1920-1930 et qu'on a négligé complètement dans notre histoire de l'art. Alors ça, je trouve que c'est quand même très important de relire, de trouver, de faire de la recherche pour pouvoir trouver des choses qu'on n'en a pas vues avant. Dans ce catalogue, justement, il y a toute une analyse sur un auteur, on dit une autrice, Edith Södergran, et l'article montrait qu'elle était connue, mais elle était connue pour une infime partie de sa production, qui était celle qui traitait justement de sujets féminins, et que toute la partie de la Vierge moderne, qui était très très revendicatrice et justement, comme tu dis, la femme moderne, émancipée, toute cette partie-là n'avait jamais été publiée, n'avait jamais été traduite, était complètement dissimulée. Donc le travail de publication, c'est aussi revisiter pour montrer ce qui a été oublié. Oui, ça c'est exact. Et moi, je pense que c'est vraiment le travail des chercheuses ou chercheurs de relire, de revoir, de faire des synthèses un petit peu différemment et puis essayer de... C'est pas une question non plus d'essayer de trouver d'autres choses, mais vraiment d'avoir une sorte d'esprit ouverte pour voir vraiment ce qu'on a. Et justement, parce qu'il y avait quand même une sorte de hiérarchie dans notre art, dans notre histoire de l'art, il y avait des hommes surtout qui ont écrit aussi sur les femmes. Alors bien sûr, leur regard était un petit peu différent. Donc il faut refaire cette histoire, il faut refaire aussi l'histoire de l'art des hommes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas remarquées. Par exemple, quand on pense un artiste, Magnus Enkel, qui travaillait
à la fin du 19e, début 20e, on n'en a jamais parlé de son homosexualité. Ça, c'est très important quand même quand on regarde ses œuvres, que c'est pas le seul regard qu'on doit avoir quand on regarde ses œuvres, mais c'est quand même important. Et c'est ce genre d'interprétation qu'on doit avoir aussi, c'est-à-dire voir la totalité d'un artiste et de ne pas cacher des choses qui n'étaient pas très agréables à l'époque. Entrer d'autres paramètres. Oui, c'est ça. Alors, le finnois n'est pas une langue facile, je peux vous l'assurer. Après 18 ans dans le pays, je ne le maîtrise toujours pas. Mais l'Athénéum et les musées nationaux ont une politique de publication extraordinaire, puisque tout, ou presque, est publié au moins en 3 langues. Le finnois, le suédois et l'anglais, systématiquement, et à fond perdu. Donc, cette politique, est-ce que tu peux nous la commenter ? Oui, alors bien sûr, comme on est un pays, un petit pays, avec 5,5 millions d'habitants. Alors ça fait que le finnois n'est pas parlé que d'une petite minorité des gens dans le monde. Donc pour nous, c'est très important qu'il y ait que l'accès pour notre art est international. Donc le suédois, c'est parce que c'est notre deuxième langue nationale. Il y a maintenant à peu près 5% des habitants de Finlande sont de langue suédoise, mais ça date depuis très très longtemps, c'est-à-dire on était sous la règne de la Suède, et c'est pour ça qu'on a gardé le suédois. Je trouve que c'est bien, parce qu'on a beaucoup de collaborations avec nos confrères nordiques, donc c'est très facile de collaborer avec les Suédois ou les Norvégiens, etc. Mais l'anglais, bien sûr, c'est dommage qu'on n'a pas des catalogues en français, mais on en a quelques-unes, comme par exemple sur le stand là, on a un catalogue sur Anne-Veronica Janssens qui a été produite par Kiasma en collaboration avec la France. Mais en fait, je pense que si on veut être sur la scène internationale, alors il faut bien utiliser d'autres langues. Comme tu disais, le finnois est assez difficile à apprendre, donc on n'espère pas que les gens apprennent le finnois. Alors, tout à l'heure, on avait à notre table le directeur du musée Picasso, et je lui disais que l'exposition Picasso en Finlande a vraiment été un tournant au niveau de type d'exposition que l'on a. Ça a été un moment de quitte ou double, où on se demandait si véritablement une exposition de ce coût allait pouvoir être possible en Finlande, et ça a fonctionné. Donc depuis ce moment-là, on a vraiment placé Helsinki sur la carte des expositions itinérantes, et par tout le travail qui a été fait par des prédécesseurs et par toi, Kiasma, et puis qui se continue, on a des très grandes expositions qui passent par Helsinki ou qui sont faites avec la Finlande, Kupka étant la dernière en date, qui était d'abord à Paris, Prague, et puis aussi à Helsinki. Donc ça aide aussi à ce que les publications soient en plusieurs langues, mais surtout ça permet aussi d'amener un air frais en Finlande, de se mesurer à la recherche qui est faite ailleurs dans le monde, et ça c'est absolument formidable. Et puis un autre outil que vous utilisez de plus en plus, c'est la publication électronique, qui permet d'avoir une diffusion en dehors des livres, qui restent malgré tout quelque peu... bon, ça circule, mais quand même pas si facilement. Grâce aux publications électroniques, on peut avoir accès sur le site du musée, alors il faut le chercher, mais on a cette publication de FNG Research, qui est vraiment que en anglais pour le coup. Oui, je pense qu'on a beaucoup développé ces dernières années pour vraiment travailler de même niveau avec les autres pays. Donc, on a vraiment beaucoup de collaborations. On produit aussi des expositions par nous et des expositions itinérantes, comme par exemple maintenant on va ouvrir
dans 2 semaines une exposition sur les femmes finlandaises à Tokyo. Et c'est une exposition itinérante qui a déjà été montrée à New York, après en Suède et puis maintenant à Tokyo. Donc c'est vraiment, je pense aussi que la scène des musées a aussi s'est ouverte pour ce genre de collaboration. Et puis c'est aussi une question de financement, parce que bien sûr si on peut collaborer, c'est beaucoup plus raisonnable, parce que là on peut partager les coûts. On peut faire justement des catalogues, on peut faire ensemble, et puis on peut avoir des différents aspects sur un artiste ou sur un phénomène. Donc, et souvent quand on a des collaborations, comme c'était le cas avec le Kupka, František Kupka, alors pour le catalogue, on a toujours une de nos curateurs, nos conservatrices ou conservateurs qui vont écrire leurs articles. Donc c'est une vraie collaboration. Et il y a aussi, bien sûr, de différents points de vue sur un artiste quand il s'agit de différentes traditions aussi. Donc là, je pense que c'est vraiment, on est dans une situation très très favorable maintenant. Donc on continue de faire des collaborations, et puis aussi des projets d'études, des projets de recherche ensemble avec des universités et aussi bien avec des musées. Comme par exemple maintenant, on essaye d'organiser une exposition sur la notion du modernisme qui est gothique ou bien plutôt nordique, parce que bien sûr quand on pense de la modernisme, on pense toujours que c'était quelque chose, on a regarder vers l'Afrique ou des pays lointains, exotiques, mais en fait il y a aussi un modernisme qui est vraiment inspiré par le gothique, par le médiéval, par les choses européennes aussi. Donc ça c'est, on a des recherches, des projets de recherche de ce genre aussi. Alors, je vais aussi, si tu me permets, parler d'un projet dans lequel j'ai été impliquée avec tes prédécesseurs et puis les personnes qui sont aussi au musée aujourd'hui. C'est l'institution d'une association que j'ai créée qui s'appelle The Birch and the Star, Finnish Perspectives on the Long 19th Century. Donc l'idée de cette association était de mettre en relation, donc en anglais, des chercheurs qui travaillaient dans différents domaines, qui étaient dans la littérature, l'histoire de la musique, l'histoire du théâtre et bien sûr l'histoire de l'art, et qui créaient qui formalisaient des liens qu'on a déjà entre nous, entre chercheurs du musée et de l'université et des chercheurs indépendants. Et donc avec cette initiative, on avait fait une exposition, on avait participé par un colloque au moment de l'exposition Galen Kallela au musée d'Orsay, qui était le premier événement. Là maintenant, il y a une nouvelle publication qui vient d'avoir lieu, et vraiment cette collaboration, elle est très souple, elle est très fluide, et je dois dire que c'est une chose assez miraculeuse, qu'en ce moment, vraiment, les chercheurs partagent leurs informations, sont plus à protéger leur petit domaine exclusif, et qu'il y a vraiment un échange très très riche, très très foisonnant, qui bénéficie à tout le monde et qui bénéficie beaucoup au musée. Et donc le musée est un lieu vraiment vivant de recherche, d'analyse, et comme tu le disais, le public finlandais n'est pas exactement le même que le reste du public européen, et donc quand vous faites des articles sur un grand sujet comme Kupka, il est nécessaire en effet de s'adresser à un public qui est peut-être moins familier. La publicité était très très drôle d'ailleurs, il mettait Kupka, qui est-ce Kupka, avec une lettre de différence, on pouvait faire un jeu de mots. Et moi je viens de finir une exposition Magritte, les journalistes me demandaient pourquoi les Finlandais ne connaissent pas Magritte. Et je dis vraiment, ils ne connaissent pas Magritte. Donc on n'est pas du tout forcément dans le même univers de connaissances. Et comment vous arrivez justement à concilier des niveaux de lecture qui sont parfois très très différents? Oui, alors ça c'est une bonne question, et je pense qu'il ne faut pas banaliser la recherche. Donc il faut prendre en considération tous les niveaux
C'est-à-dire, il faut, quand on fait des catalogues, bien sûr, il y a toujours un texte plutôt général. Et puis après des articles qui sont allés en plus profond dans le sujet. Alors là, je pense que vraiment on doit considérer toutes sortes de publics à ce moment. Et ça, je pense que c'est formidable aussi, parce que j'imagine aussi en France, il y a des gens qui ne connaissent pas Magritte ou qui ne connaissent pas František Kupka. Et je pense que ça a changé quand même pendant les années. Donc je pense que l'art est pour tout le monde. Et on peut expliquer, on peut faire de sorte que chaque personne comprend de quoi il s'agit. Et comment il peut-être avoir des relations avec un Kupka, avec qui que ce soit comme artiste. J'ai aussi observé au cours des années un grand changement en ce qui concerne la politique de la photographie des œuvres. Au début, quand on a commencé à avoir Internet et la possibilité de diffuser les images, tout était interdit. On ne pouvait pas publier la moindre photographie, on ne pouvait pas prendre une photo dans un musée de peur des copyrights. Le site de la Galerie nationale et donc de l'Athénéum présente en ligne pratiquement, enfin je ne sais pas toutes, mais énormément de photographies de très très bonne qualité qui sont vraiment utilisables dans un PowerPoint pour un étudiant. Très généreusement, il y a un partage vraiment très, très généreux qui est fait des ressources. Et il y a tous les artistes qui sont morts depuis plus de 80 ans, toutes les photos sont CC0, c'est-à-dire qu'elles sont complètement libres de droit. Et ça, c'est un grand changement de mentalité. Et quel est le but, finalement ? Bon, je pense que le but est vraiment de donner l'accès à tous les trésors qu'on a dans notre collection. Et c'était vraiment un projet qui a commencé avec le Rijksmuseum en Amsterdam. Et je pense que c'est vraiment à cause du numérique, à cause de médias sociaux qu'on doit vraiment suivre notre temps. Et ça... on a d'abord, quand on a réfléchi si c'était possible d'avoir cette ouverture, on a réfléchi si on perd beaucoup d'argent ou si les gens utilisent les images d'une façon pas honnête ou des choses comme ça, mais ça n'est pas arrivé. Donc, et puis, si les gens vont modifier les images, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne dérange pas les œuvres originales, donc ça n'a pas d'importance. Bien sûr, il y a quand on a le free access, l'accès libre pour les photos sur notre site. Alors bien sûr, les photographes doivent aussi donner leur consentement que c'est possible, qui ne veulent pas avoir les droits d'auteur. Je crois qu'il reste le quart d'heure des questions. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maria Sakkari ? Sur la femme moderne ? Vous allez le trouver là en face. Oui, en face, oui. C'est le stand. Je pense qu'il y a la femme moderne, il y a le catalogue pour l'exposition. Modern Encounters. Puis il y a d'autres catalogues sur les artistes individuels. Nous sommes assez dessus, il y a de plus en plus de stands malheureusement, on n'a pas pu acheter ici. Oui. C'est très intéressant. D'accord. Et c'est très intéressant aussi que ce soit bien imaginé. Comme vous disiez, mes souvenirs de Florence, ça fait 32 ans que je suis allé. Alors
ils sont même trilingues. Ah oui, à ce moment, c'est même trilingue, même même quatre langues, parce qu'on utilise aussi le russe maintenant, parce qu'il y a énormément de touristes russes qui visitent notre musée. Non, parce que à Munich, ou à Salzbourg, Allemagne ou Autriche, dans des musées, moi qui ne parle pas allemand, je n'avais que des commentaires en allemand. Ah oui, oui. Oui. Et oui, tout à l'heure je disais bilingue, mais en effet, vous avez dit qu'il y avait 5% de parler suédois, 5%, donc ça diminue parce qu'à l'époque où j'étais allé, j'avais lu 7%. Oui, mais ça diminue tout le temps. Oui, il y a vraiment une conversation sur la question de langue à ce moment, parce que à l'école, par exemple, ça a été obligatoire d'apprendre le suédois, mais maintenant on parle que... et puis on a dû passer le bac avec le suédois aussi, mais les gens sont un petit peu contre ça maintenant. Mais je ne sais pas, je pense quand même que c'est bien d'avoir une autre langue officielle. Moi qui suis française, j'insiste toujours pour qu'il y ait des publications en suédois, parce que je pense que si on coupe la connaissance du suédois, on coupe l'histoire. 700 ans d'histoire en Finlande sont suédophones, donc si les gens ne savent plus lire leur histoire, ils se coupent de leur propre histoire et c'est très très grave. Alors, j'ai eu à faire traduire mes textes en finnois. On a plein de difficultés à passer d'une langue à l'autre et parfois des terminologies qui sont extrêmement compliquées. C'est dommage que Rita soit pas là avec nous. On s'est battu sur un mot pendant assez longtemps. C'était odalisque. Parce qu'une odalisque, la traductrice avait traduit par femme esclave de l'homme. Et j'avais dit, ça c'est un parti pris féministe et on perd complètement la notion de sensualité, d'érotisme qui se cache, d'orientalisme. Alors on a travaillé pendant très longtemps avec Rita sur cette question-là et on a fini par odaliski. Ah oui, c'est ça, oui, pourquoi traduire ? Mais en fait, la question c'était, les Finlandais ne comprendront pas le mot, comment leur expliquer, comment leur ouvrir le sens, parce que le mot odalisque ne va rien rappeler à un lecteur finlandais. Donc parfois la traduction pose toutes ces questions de contenu. Une fois justement, Rita, j'avais mis un homonculus, pareil, elle avait dit homonculus, personne ne saura ce que c'est. Elle avait traduit par petit homme, et un critique dans la presse m'a dit, mais ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Je dis, je sais, moi j'ai voulu dire homonculus, c'est la traduction qui m'a trahi. Donc on a quand même à chaque fois ces nuances. Traduire le finnois et ces nuances, c'est pas plus simple. Et traduire les autres langues en finnois, c'est aussi une question pour les traductions. Oui, mais il faut peut-être pas traduire tout. Donc, il y a des mots comme ça, comme homunculus ou bien odalisque, qu'on peut comprendre, parce que ça appartient à notre culture générale. Donc, odaliski, on sait ce que c'est. Et bon, mais bien sûr, il y a quelquefois, il y a aussi d'autres expressions qui sont peut-être intraductables. Donc ça, c'est un problème quelquefois. Mais bon, bien sûr, on peut trouver des explications, mais ce ne sont pas des mots exacts. Et puis il y a d'autres langues en Finlande, et je crois que ça fait partie de vos préoccupations, les langues samées. Ah oui, la langue sami, donc. Il y en a même 3 différentes langues, bien sûr parlées par vraiment des minorités très, très petites, mais à ce moment, bien sûr, les gens indigènes sont très, très importants et on doit respecter leur propre langue. Mais ce n'était que, je pense que ça fait seulement une 50aine d'années que c'était possible pour les Sams, même presque peut-être 30 ans, qu'ils ont pu... être enseignés par leur propre langue, parce que c'est une langue différente de finnois. On n'est pas encore à faire des cartels en langue sam. Non, pas encore. Mais on en a pensé, parce qu'il y a la fête d'indépendance, c'est pas indépendance, mais une fête pour Sam. Et là, on a quelquefois on a écrit en Sam. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. On est à votre disposition si vous avez des questions. Merci.